Au début, c'est pas forcément évident parce que l'argent, c'est tabou. On n'en parle pas suffisamment. Les gens se disent, mais ton affaire d'argent, là, c'est trop. Il n'y a que deux solutions quand on veut augmenter son épargne. Trouver une source de revenus ou avoir suffisamment de discipline pour réduire ses charges actuelles. Il y a des gens qui me voient dans le bac à... Ah, la c'est pas Colombe, la tante Annie. Tu es dans le bac avec nous. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme dynamique et visionnaire, une femme qui œuvre pour l'éducation financière et l'autonomisation économique en Côte d'Ivoire. Colombe Yao Djirebo est la cofondatrice et CEO de SmartFin Patrimoine, une start-up innovante dédiée à la gestion des finances personnelles et à l'éducation financière. Diplômée de master en finance des marchés et gestion de patrimoine à l'Université de Poitiers en France, elle est également certifiée en finance d'entreprise et investissement par HEC Paris. Alors, forte de plus de 7 ans d'expérience dans le conseil financier et la gestion de patrimoine, Colombe a débuté sa carrière en banque en Guadeloupe, puis en cabinet de gestion de patrimoine à Paris. Elle est animée par une volonté d'entreprendre et de contribuer au développement économique de son pays. Elle a donc cofondé avec son époux JeCompare.ci en 2019 la première plateforme de comparaison d'offres de produits et services bancaires en Côte d'Ivoire. Cette initiative a évolué pour devenir SmartFin Patrimoine en 2022 à Abidjan, mettant l'accent sur l'éducation financière et offrant aux particuliers des solutions de budget, d'épargne et d'investissement à travers une application innovante et des conseils financiers à la demande. Le modèle économique de SmartFin a été largement reconnu, remportant notamment le Grand Prix de Business Plan Compétition de la CGECI en 2022 et le prix spécial au concours MTN Yellow Startup 4 la même année. Sous la direction de Colombe, la start-up a été listée parmi les jeunes leaders inspirants de Côte d'Ivoire et les 20 jeunes prometteurs de Côte d'Ivoire en 2023. Alors, comment Colombe a-t-elle transformé sa vision en réalité? Quels défis a-t-elle surmonté pour promouvoir l'éducation financière en Côte d'Ivoire? Comment s'inspire-t-elle aujourd'hui et comment inspire-t-elle d'autres femmes à prendre le contrôle de leurs finances et à oser entreprendre? Nous allons le découvrir ensemble dans cet échange inspirant. Bienvenue dans Business au féminin. Alors, bonjour Colombe, comment tu vas? Bonjour Esther, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. Alors, on est ravis de t'accueillir sur ce plateau parce qu'aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, ton petit surnom, c'est la Tanti Annie. C'est exact. Déjà, pourquoi on t'appelle la Tanti Annie? La Tanti Annie, juste parce que un de mes abonnés m'a appelé comme ça et depuis, c'est resté. On l'utilise. Voilà, c'est resté. Alors, donc là, on vient de faire ta présentation. Ton parcours, il est impressionnant. Ah bon? Mais surtout, ce que tu proposes est tellement innovant et répond à un besoin tellement concret que je pense que tout le monde doit savoir ce que tu fais. Alors, est-ce que tu peux nous refaire une petite présentation en dehors de ce qu'on a vu de qui est Colombe Djirebo? Colombe Djirebo, c'est une épouse. Je suis mariée et mère de 2 enfants, 2 magnifiques enfants. Cofondatrice de SmartFin. SmartFin, en fait, qui est aujourd'hui une start-up ivoirienne qui est spécialisée dans l'éducation financière. Et notre objectif, en fait, c'est de pouvoir aider principalement d'abord la population ivoirienne et d'autres les pays à côté. Aider la population, en fait, à mieux gérer l'argent, à pouvoir budgétiser correctement les charges, maîtriser les charges, pouvoir épargner et surtout planifier les différents investissements. Donc, tout simplement, j'ai un master en finance de marché et gestion de patrimoine de l'Université de Poitiers, une certification en finance d'entreprise de HEC Paris, une autre certification en gestion d'actifs de IFG, Executive Education, et puis après des expériences, on va dire, en Guadeloupe, en France. Tu es guadeloupéenne? Non, je suis ivoirienne. Je te taquine. Non, en Guadeloupe, parce que mon copain à l'époque, qui est aujourd'hui mon époux, travaillait en Guadeloupe. Qu'on salue au passage. Bonjour, monsieur Djirebo. Travaillait en Guadeloupe, donc on a vécu là-bas. Après, on a beaucoup voyagé aussi, tout simplement. D'accord. Ben, en tout cas, ton parcours est très, très, très intéressant. Et il y a un point qui m'intéresse, c'est que tu es de la diaspora.
Exactement. Et là, aujourd'hui, on va beaucoup parler aux gens de la diaspora, mais en même temps à tout le monde, vu qu'on va parler d'argent, de business au féminin. Alors, déjà, comment ça commence? Tu as grandi où? Est-ce que tu as toujours été dans la diaspora? Est-ce que tu as commencé en Côte d'Ivoire? J'ai commencé en Côte d'Ivoire j'ai eu mon BTS ici, un BTS en finance comptabilité à Pigé. Et par la suite, je suis partie à Poitiers où j'ai repris en première année. Donc, j'ai fait une licence en administration économique et sociale. Après, j'ai fait mon master en finance de marché et gestion du patrimoine, toujours à Poitiers. Et oui, à partir de là, comme je disais tout à l'heure, déjà en France, on a beaucoup tourné. J'ai fait la Guadeloupe, après on est parti au Panama. Panama, on est revenu en France. France, on se retrouve. Tu as voyagé, hein? C'est ça. On se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire et puis voilà. D'accord, ok. Et là, comment t'es venue cette idée-là? Parce que tu travaillais en tant que gestionnaire de patrimoine avant. Comment te vient l'idée d'apprendre aux gens à gérer leur argent? Déjà, dans le cabinet, moi, j'ai commencé dans un cabinet de gestion de patrimoine, comme je disais, dans le 9e. J'ai commencé en tant que stagiaire. Et j'ai fait, dans mon mémoire de fin d'études, c'était un mémoire qui était sur la loi Pinel. La loi Pinel, comme tu le sais, qui permet justement de faire la défiscalisation. Et à partir de là, j'ai commencé réellement à m'intéresser, bien avant ça même, quand j'étais en Guadeloupe, je m'intéressais déjà aux différents mécanismes qu'on pouvait utiliser en Côte d'Ivoire, mais je m'intéressais à l'époque surtout aux comparateurs. Donc, ce qui a fait qu'on est revenu en France, j'ai commencé encore plus à faire des recherches sur les comparateurs qui existaient en France et pourquoi pas voir la possibilité de pouvoir développer cela en Côte d'Ivoire. Et avant Je Compare, j'ai eu d'autres sociétés. Ah, lesquelles? J'ai eu Youpsi, bon, c'était toujours au niveau du comparateur, mais c'est vraiment Je Compare où là, je ne faisais pas d'autres choses à côté. Je Compare, on l'a lancé en 2019 parce que j'avais démissionné en France. J'avais suivi mon mari au Panama et j'ai eu une période où il fallait que je fasse des cours d'espagnol pour pouvoir m'intégrer dans la société et tout. Et à ce moment-là, mon mari m'a dit, mais tu avais le projet, pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a encouragée, qu'il m'a accompagnée. On a créé Je Compare et puis je me suis réellement positionnée dessus pour voir comment on allait permettre à la population ivoirienne de choisir sa banque sans pour autant pouvoir se déplacer et puis changer les habitudes, en fait. Parce qu'on sait tous qu'ici, pour ouvrir un compte bancaire, on va demander aux parents, aux collègues, tu es où? Et puis, on essaie de faire la même chose. Pourtant, on n'est pas forcément sur les mêmes produits, on n'a même pas forcément les mêmes besoins, en fait. Et on se retrouve sur un produit qui n'est pas adapté à notre situation. Donc, je voulais changer ça, mais franchement, c'était difficile parce que c'était pas le moment. C'était pas le moment, les gens n'étaient pas suffisamment éduqués pour se dire qu'il fallait comparer des services et produits bancaires avant d'ouvrir, donc c'était hyper difficile. Alors du coup, là, tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, donc tu démissionnes, tu suis ton mari. Déjà, on commence avec ton mari. Comment est-ce qu'il a appris le fait que tu démissionnes? Est-ce que, là, je vois qu'il t'a accompagné dans le processus. Comment tu vis cette phase de démission entrepreneuriat avec lui? Non, je n'ai pas démissionné pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai pour le suivre? Pour le suivre. Les filles, vraiment, si on pouvait avoir tout... Les hommes, si vous pouvez avoir toutes des femmes qui vont démissionner pour vous suivre. J'ai démissionné justement. En fait, je venais d'accoucher. Et lui, il avait eu le poste au Panama. Donc, ma fille avait 2 mois. Donc, à ce moment-là, de toute façon, j'étais encore dans ma période de congé maternité. Donc, j'ai démissionné à cette période-là. Et puis, je suis partie. Je l'ai rejoint au Panama. De toute façon, c'était ça le deal. Étant enceinte, je ne pouvais pas voyager. Donc, on a attendu quand même que je puisse... Il a attendu, lui, surtout, de faire 2 mois avec la petite. Et puis, il est parti. Moi, je suis partie 1 mois après, le temps de faire les papiers, le passeport de la petite et tout pour pouvoir partir. D'accord. Et c'est à quel moment tu as ce déclic-là de te dire, OK, là, je me lance dans l'entrepreneuriat? Je pense que je suis partie au Panama en septembre. Et l'année qui a suivi, je crois qu'on a lancé Je Compare en janvier. Et je crois qu'en début d'année, c'est lui qui a dit, on est au Panama, oui, tu fais différentes activités. Il m'a motivé, on a trouvé le nom Je Compare ensemble. On a fait tout le process. Il m'a aidé à trouver des personnes ici qui allaient m'aider pour faire différentes démarches. Donc, il m'a vraiment accompagnée comme il le fait encore aujourd'hui. En tout cas, on lui dit merci. Et je profite en même temps de cette lucarne pour interpeller tous les maris qui ont des femmes qui ont des projets. S'il vous plaît, laissez éclore ce projet qui bout à l'intérieur de votre femme.
Même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Juste le fait qu'elle soit soutenue par vous, quel est votre accompagnement, il faut que vous deveniez son coach, celui qui l'encourage, celui qui lui dit vas-y, je suis là si tu as besoin d'aide, je prends le bébé, vas-y, fais ton projet. Vous savez pas la puissance qu'il y a dedans et comment ça nous donne des ailes. Donc j'espère que un couple qui est en train d'écouter ça, je sais que la femme le regarde comme ça, tu entends ce qu'on dit là? C'est important. Non mais c'est super. Et du coup là, tu te lances dans Je compare. Qu'est-ce qui se passe? Je me lance dans Je compare. Je pense que Je compare, on a tenu quand même ensemble parce qu'il devient mon cofondateur et on fait tout ensemble. Donc, on a tenu, je crois, 3 ans. Mais on n'était pas sur le bon modèle économique parce qu'il y a quand même 30 banques en Côte d'Ivoire. 30 banques où on nous demandait souvent d'envoyer... Parce que notre modèle économique déjà de base, c'était d'envoyer des leads aux banques, des personnes qui désiraient ouvrir des comptes bancaires et tout. Mais on n'envoyait pas suffisamment de volume aux différentes banques. Il y a 30 banques, tu ne peux pas envoyer 200 leads directement à une banque, surtout qu'on n'injectait pas énormément d'argent et le modèle, comme je disais, ce n'était pas le moment. Donc, à un moment, on s'est épuisé, on s'est dit que ce n'était pas le bon modèle, il fallait trouver le moyen de pouvoir bifurquer et partir sur un autre modèle. Donc, l'éducation financière qu'on fait aujourd'hui, on le faisait déjà sur Je compare. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas directement partir vers ça, parce que pouvoir développer la gestion du patrimoine, c'était aussi un de mes objectifs. Mais pour moi, c'était à long terme que j'allais le faire, pas à court terme. Pourtant, il fallait commencer par ça. Il fallait commencer par éduquer ça, pouvoir revenir, pourquoi pas, aux comparateurs. Aujourd'hui, le comparateur est un peu plus intéressant, mais bon, on n'y est pas encore. D'accord, ok. Du coup, là, tu décides d'apprendre aux gens à gérer leur argent en Côte d'Ivoire et en Afrique aussi. Comment est-ce que le marché réagit quand tu arrives avec cette idée-là? Au début, ce n'est pas forcément évident, parce que l'argent, c'est tabou. Oui. On n'en parle pas suffisamment. Les gens se disent, mais ton affaire d'argent, là, c'est trop. Tu nous fatigues avec ça. La Tantiani. Mais justement, donc, se faire appeler la Tantiani m'a réellement aidé, en fait, dans certaines communautés, parce qu'on se dit, bon, on essaie quand même de rendre un peu le truc un peu marrant, pour pouvoir faire passer la pilule un peu facilement. Et puis surtout, la pression que je mets. Tu mets. En tout cas, elle met la pression. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on l'appelle la Toti Agni, alors Agni, c'est un peuple de Côte d'Ivoire qui sont reconnus pour leur... comment je peux habiller la chose? Ils sont pingres, on va dire. Ils sont pingres, on va dire les choses clairement. Pour sortir l'argent de la poche, il faut calculer. Donc, quand on te dit tu es un Agni, c'est-à-dire que tu es avare. Donc, quand on la surnomme la Toti Agni, Mais non, aujourd'hui, quand on développe quand même le concept, la Tantiani, le mot d'Agni, activé et tout, c'est surtout pour dire on fait attention à notre argent. C'est ça. C'est pas forcément il faut être ping pour ne pas profiter de la vie. Non, c'est pas ça. C'est juste savoir gérer son argent pour réellement partir au plus essentiel, en fait, on va dire. D'accord, c'est super. Et du coup, là, tu vois, on passe de Je compare.ci qui a tourné 3 ans, après, finalement, on change. Est-ce que ça, tu l'as vécu comme un échec? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'est bon, je laisse tomber, ou tu t'es dit, non, je rebondis, je trouve une autre solution? C'est quand même une petite déception, j'ai envie de dire. On est quand même déçus de se dire, mine de rien, on est sur un modèle, on injecte de l'argent, on essaie de suivre son rêve, et puis à la fin, quand on se dit, on change, on accepte quand même qu'on n'a pas réussi. On essaie de se dire qu'on va prendre tout ce qui est élément positif de notre précédente expérience pour pouvoir justement rebondir correctement. Donc, Je compare, c'est réellement la base. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avancer, en fait. Et on continue d'apprendre, d'ailleurs. Super. Du coup, dans Je compare, il y a, pour moi, plein d'éléments qui vous ont permis aujourd'hui de mettre en place SmartFin Patrimoine. C'est exact. Super. Et du coup, là, aujourd'hui, dans ton rôle d'entrepreneur, est-ce que tu as des équipes? Comment tu les gères? C'est quoi ta vie de boss lady aujourd'hui? Ma vie de boss lady, aujourd'hui, on a 3 développeurs. C'est une équipe, on va dire, de 8 personnes. 8 personnes, avec le cofondateur et moi, ça fera 10. On a des développeurs, on a une équipe de communication, on a des chargeurs clientèle. Ça fait un petit monde quand même, sachant qu'on est parti de 2. À chaque fois, on était en colocation, on a pris maintenant des bureaux à nous. On continue de monter. Ma vie aujourd'hui de boss lady, on va dire simplement pouvoir gérer l'équipe. Gérer l'équipe, gérer les partenaires, gérer les clients, gérer ma propre communication, gérer ma vie personnelle. Oui. C'est beaucoup. Mais je dis, par la grâce de Dieu, j'ai un époux quand même qui me booste dans le quotidien. Donc, ça me facilite un peu la tâche
à tous les niveaux. Mais c'est un peu difficile, je vais le dire. De trouver cet équilibre-là. Alors, c'est pas évident en tant que maman, épouse, vie personnelle, les affaires, les gens qui nous sollicitent, enfin, tout ça. Non, on est partout à la parfois, on est partout. Et moi, il m'arrivait des fois où je me suis dit, pause. J'ai tout fermé. J'étais en mode pause. Ne m'appelez plus. Entre les enfants, maman, ou on mange quoi aujourd'hui? Je dis, juste ne me posez pas la question. J'ai envie de rien faire, de disparaître, tu vois. Donc, il y a plein de femmes qui demandent souvent, et très souvent aux femmes entrepreneurs, comment vous arrivez à gérer? Les filles, c'est pas la magie, c'est difficile. Non, oui. C'est réellement difficile. Faut pas qu'on vous dise, oui, c'est trop bien, tu t'organises. Non, parfois, ça va empiéter sur certains aspects. Mais le truc, quand tu es focus et quand tu es dans ton truc, je sais pas, tu as une énergie qui sort de nulle part et tu fonces, quoi. Non, mais pour moi, je me dis qu'on a des périodes où on est à fond. Il y a des périodes où on n'est pas forcément... limite, on est au bord du burn-out et autres. Et j'ai une grande sœur que je vais pas forcément dire son nom ici. J'ai une grande sœur que j'appelle, une grande sœur de maman que j'appelle souvent pour discuter. Quand je suis un peu au bord du burn-out, le conseil qu'elle me donne à chaque fois, c'est « Mais Colombe, déjà, trouve quelqu'un pour pouvoir t'aider dans le quotidien par rapport à tes tâches. » Et ça, franchement, j'ai appris à déléguer certaines tâches, mais je pense que je ne suis pas encore totalement. Mais elle m'a surtout conseillé de pouvoir, par moment, prendre des moments pour moi. Pas de mari, pas d'enfant, pas de boulot. Ne serait-ce que, me dit souvent, ne serait-ce que 30 minutes dans ton bureau, quand tu arrives, prends 30 minutes juste pour souffler. Ou souvent, certains week-ends, prends-toi une demi-journée ou un moment. Va faire du shopping. Va faire quelque chose qui te... Voilà. Ou pose-toi quelque part pour pouvoir souffler, en fait. Et c'est vrai que c'est pas évident de réussir à faire ça. Moi, je t'assure, j'arrive au bureau, c'est impossible pour moi de faire 30 minutes où tu ne fais rien. Voilà. J'essaie d'imaginer ça. 30 minutes arrivées, c'est pas possible. Non, justement, c'est pas possible, en fait. Mais il y a des moments où je me dis, non, il faut que tu essaies réellement de le faire. Tu te prends des moments pour toi et puis tu essaies de souffler parce que, non, il y a trop de choses. Non, mais tu as totalement raison parce qu'il arrive un moment où tu donnes tellement que tu te vides et il faut remplir pour pouvoir redonner, tu vois. Il faut se ressourcer, en fait. C'est ça, et prendre ce temps de pause-là, c'est très important. Donc, même pour les mamans solo, pour les entrepreneurs, pour les salariés, si tu sens que c'est le moment de faire une pause, fais une pause et tu reviens beaucoup plus rechargé. Alors, aujourd'hui, on a la Colombe, chef d'entreprise de Smartfin, la Toti Agni, qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit partout. Mais moi, je veux aujourd'hui qu'on voit ton parcours. D'où tu viens. Qu'une jeune fille ou une femme qui est en train de suivre cette émission se dise si Colombe l'a fait, je peux le faire aussi. Si Colombe y est arrivée, elle a développé son projet, moi aussi je peux le faire. Donc la question que je te posais maintenant, imagine tu as en face de toi la Colombe d'il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé savoir il y a 10 ans ou je ne sais pas combien d'années avant de se lancer? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Sors de ta zone de confort. Accepte les reproches qu'on te fait. Tu n'aimais pas les reproches? Non, je les prenais un peu mal, je vais dire. C'est-à-dire que tu sais que en fait, tu n'as pas forcément envie, tu as envie de rester dans ton petit confort. Tu ne veux pas sortir. Je pense que je n'étais pas non plus super ambitieuse aussi à cette époque-là. 10 ans en arrière, non, je me voyais en épouse derrière son homme. Bonne épouse qui suit son mari. Qui suit son mari, qui a sa petite vie parisienne, qui fait... jamais je me serais vue en train de faire un podcast ou en train de parler à des personnes ou en train d'être devant des gens sur Facebook en train de faire des publications. Non, je suis très réservée de nature, en fait. Donc, ma vie entrepreneuriale m'a poussée aujourd'hui à me mettre en avant. Donc, j'allais dire, dès le départ, apprends. Forge-toi un caractère, affirme-toi un peu plus, et puis assume qui tu es. Waouh, c'est super. Alors, c'est en même temps un conseil pour une femme qui se dit ouais, je ne suis pas légitime, je veux faire tel business, mais non, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents. C'est ça, en fait. Ou moi, je suis timide, ou moi, je ne sais pas parler, ou il y a toujours des excuses, tu vois. Mais je pense que le truc, c'est de se former, d'aller chercher l'information, d'apprendre. Aujourd'hui, avec l'IA, avec Internet, il y a tellement de moyens d'apprendre et de faire ce qu'on veut. Donc, il n'y a plus d'excuses, en fait, les filles.
pas du tout. Super. Et du coup, là, on revient un peu à SmartFin. Aujourd'hui, tu as une équipe que tu gères. En termes d'objectifs, qu'est-ce que tu vises d'ici les 5-10 prochaines années? Comment tu te vois? Quelle est la colombe? Là, on a vu la colombe d'il y a 10 ans. On veut voir la colombe dans 10 ans. La colombe dans 10 ans, c'est une colombe qui gère une start-up, on va dire, qui est reconnue sur le plan, au niveau, on va dire, en Afrique francophone déjà. Yes. Qui a réussi à atteindre son objectif. Son objectif, c'est simplement de faire en sorte que sa start-up soit une licorne. C'est aussi difficile de dire ce que je veux, mais réellement, je veux bien qu'on puisse toucher le maximum de personnes, qu'on puisse pousser beaucoup plus de personnes à prendre soin de leurs finances, peu importe leur situation financière actuelle, qu'ils commencent à rêver. Je suis sûre qu'avec une bonne éducation financière, on peut sortir énormément de personnes de la misère. Les gens ne voient pas forcément l'impact immédiat, mais moi, je le vois. Super, super. Alors, parlons justement d'éducation financière. Là, on va rentrer dans les sujets d'argent maintenant. Okay. Quelqu'un te dit, Colombe, moi, je gagne 300 000 francs à Abidjan. Tout ce que tu expliques là, je fais comment? Parce que mon argent ne suffit pas. Quand je paye le loyer, le transport, la nourriture, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui gagne, par exemple, 300 000 francs à Abidjan comme salaire, comment est-ce qu'il peut répartir ses charges pour ne pas être étouffé et aussi épargner en même temps? Comment je peux l'aider? Déjà, c'est important de connaître la situation financière de la personne, la situation familiale également. Parce qu'on peut avoir deux personnes. On me pose souvent la question, à Colombe, j'ai 300 000 francs, quel montant je dois épargner? Mais je ne peux pas le dire parce que chacun de nous a sa réalité. Surtout en Afrique, ici, là, quand tu gagnes ton argent, c'est pour tout le village. C'est ça. Et puis, chacun de nous ça dépend du nombre de personnes dans ton village. Dans ton village, en fait, qui dépend de toi. C'est ça. Donc, si une personne me dit, Colombe, j'ai 300 000 francs, je vais forcément demander à la personne, dire à la personne, donne-moi plus d'informations sur toi, sur ta famille. Tu prends qui en charge? C'est quoi tes habitudes de dépenses? En fonction de cela, on va déjà lister toutes ces charges sans exception. Quand les gens font leur budget tout seuls, de leur côté, surtout à Abidjan ici, là, ils réfléchissent surtout aux dépenses fixes. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de payer, le loyer, la scolarité des enfants, les factures. Ça, on le sait. Mais tout ce qui est variable, on ne regarde pas. Même pas dedans. On me dit, ah non, mais ça, je ne sais pas combien je dépense. Par exemple, le marché, la popote, ah, je ne sais pas combien je dépense. Pourtant, en tant que femme, c'est vrai que peut-être, on va dire en moyenne, on peut dépenser comme... Des femmes vont dépenser 100 000, devront dépenser 200 000. Mais le mois où c'est chaud, où il n'y a que 50 000 francs, on va s'arranger pour que ça rentre dedans. Pour que ça rentre dans les 50 000. Donc, ce qui veut dire qu'on a même la possibilité de pouvoir déterminer même notre budget alimentation. Donc, shopping, tout ce qui est coiffure, entretien, salle de sport. Quelles sont tes habitudes? Listons tout. Une fois qu'on finit de lister tout, on va voir maintenant le montant que tu es capable d'épargner. Est-ce que tu épargnes déjà? Si tu n'épargnes pas, forcément, on va voir pourquoi. Donc, quand on voit pourquoi, maintenant, ce qui va suivre, c'est forcément quelle est la discipline que tu veux avoir. Surtout ça. Pour améliorer. C'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Et là, comment me dire, non, mais ici à Abidjan, ce n'est pas possible. On ne peut pas ne pas sortir. Mais je ne vous ai pas dit de ne pas sortir. Je dis de sortir, mais de planifier. C'est ça. C'est-à-dire que si toi, par rapport à tes projets, tu te dis, je vais épargner 50 000 ou je vais épargner 15 000, bah, les 15 000, tu sais quoi stopper. C'est ça. Pour réussir à mettre ton montant de côté, en fait. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai un petit fichier Excel où justement, je me suis dit, je liste tout. Non, mais déjà, il faut que tu passes à l'application SmartFin. Je viens te voir après l'émission, tu vois. Et le fait de tout lister, en fait, tu as une vue exhaustive de tes dépenses parce que tu sais combien rentre. Mais quand tu ne sais pas combien sort, ça sort, tu vois. Et juste le fait de budgétiser chaque poste de dépense, tu sais si tu es dans ton enveloppe, en fait. Moi, par exemple, j'ai un poste de dépense où je mets sollicitation. Si, dans mon enveloppe sollicitation, c'est 50 000 francs, premier arrivé, premier servi. Si toi, tu m'appelles, j'ai besoin de 30 000 que je t'ai donné. Le prochain a besoin de 25 000, mon ami, il reste 20 000. Le troisième, c'est fini. Le mois prochain, tu vois. Et ça, ça permet d'avoir l'esprit clair dessus. Mais la grosse difficulté, c'est quelles concessions je fais. Parce que, par exemple, à Abidjan, les loyers sont très chers. Quelqu'un qui gagne 300 000 francs, enfin, il va vouloir être proche de sa zone de travail. Peut-être que le loyer coûte 150 000 francs. Tu lui dis, normalement, tu dois avoir un loyer de 80 000. Il te dit, je trouve 80 000 où?
En fait, c'est pas que ça n'existe pas. Hein. Non, Il y a 80 000 peut-être chez moi à Bobo, tu vois, mais la personne n'est pas prête à aller. Donc, est-ce que dans ton accompagnement, il y a cette partie aussi, faire des sacrifices peut-être temporairement pour atteindre ses objectifs? Oui, on essaie d'en discuter, mais c'est difficile de dire à une personne de changer de loyer, de logement du jour au lendemain. Parce que même changer de logement, il faut une épargne. Ici, à Abidjan, on va te demander 5 mois. 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence. Donc, les gens n'ont pas forcément les 5 mois disponibles à l'instant pour dire je vais changer de logement. Donc, il y a forcément certaines dépenses où il faut voir comment ajuster sur les autres postes de dépenses. C'est vrai que le loyer, par exemple, c'est 30%, 33% maxi qu'il ne faut pas dépasser. Mais je me dis, ça s'ajuste assez bien avec les frais de déplacement qu'on a ici à Abidjan. Donc, on peut forcément ajuster cela, partir souvent jusqu'à 40%, mais c'est au cas par cas, en fait. C'est ça. On ne peut pas, dès le départ, dire à tout le monde, non, mais il ne faut pas prendre plus de maisons. Mais par contre, je rencontre des personnes qui ont un salaire, par exemple, de 150 000 et qui vont volontairement prendre une maison de 100 000. Là, je me dis, vous vous tirez aussi. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il faut qu'on apprenne aussi à trouver... C'est vrai que peut-être on n'a pas envie de vivre dans une maison de 60 000, mais peut-être que par rapport à notre situation financière, il faut peut-être aller vivre à Yopougon, dans un truc, dans un studio qui fait 50 000, si on en trouve. Et puis prendre la carte de bus pour pouvoir se déplacer. Mais là encore, c'est vraiment dans mon mindset, dans mon esprit, là. C'est ça. Qu'est-ce que je suis capable de prendre comme moyen de déplacement et autres, en fait. Parce qu'après, il y a, je pense, surtout le regard des autres. Ah, j'habitais Cocody, finalement, j'habite à Yopougon. J'ai rien contre les gens de Yopougon. Hein. Ou je prenais le Warren, maintenant je prends le bus. On va me voir dans le bus. Regardez comme je suis sapée comme ça. Donc, je pense que ça aussi, les gens se disent non. Mais après, il faut regarder l'enjeu. Est-ce que tu veux te faire une épargne? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut? Est-ce que toi, tu as d'autres pistes, par exemple, pour quelqu'un qui a un revenu fixe par mois? Est-ce qu'il y a d'autres pistes, soit pour augmenter son épargne ou pour diminuer ses dépenses? Il n'y a que deux solutions quand on veut augmenter son épargne. C'est trouver notre source de revenus ou avoir suffisamment de discipline pour réduire ses charges actuelles. Qu'est-ce qui est plus dur à Pour faire? moi, franchement, le plus dur, c'est souvent réduire ses charges. Parce qu'on a déjà des habitudes là, et puis souvent, les charges sont déjà là. C'est ça. On ne peut pas réduire. Les gens se disent, non, moi, directement, je vais partir trouver une autre source de revenus. Je leur dis souvent, si c'était si facile de trouver une autre source de revenus, tu ne serais pas là, en fait. C'est ça. Donc, dans l'immédiat, là, ce que tu peux faire qui dépend uniquement de toi, ce sont tes charges que tu vas diminuer. Donc, trouver le moyen, les petits 500, les petits 1000 francs. Moi, peut-être une anecdote là. Quand je suis arrivée à Abidjan, on avait un gros projet pour lequel il fallait réduire certaines charges pendant un certain temps. Et à l'époque, j'habitais Bégerville, nos bureaux étaient à la Palmeraie. Je dépensais en moyenne 400 000 francs par mois en transport. Parce que je me déplaçais uniquement à Yango. Ah ouais. Parce que je devais venir au bureau, je devais faire les rendez-vous dans les banques avec les partenaires, les rendez-vous avec les clients. En ce moment, je me déplaçais énormément. Franchement, là, par jour, je dépensais en moyenne 20-25 000. Wow. Et il en était un moment où il fallait dégager de l'argent pour accélérer un certain nombre de projets qu'on avait. Et franchement, sur cette période-là, je me retrouvais à faire un mix entre Yango et Gbaka. Il y a des gens qui me voyaient dans Gbaka. Ah, la c'est tante pas Annie. Colombe, la tante Annie. Je suis dans le Gbaka avec nous. Mais je dis la tante Annie gère. Mais franchement, je suis quelqu'un, je m'en fous du regard des autres. En fait. C'est vrai que c'est important, surtout dans la culture ivoirienne. C'est qu'aujourd'hui, tu vas voir la tante Annie dans un Gbaka. Ah, mais c'est chaud, en fait. Mais c'est juste que, réellement, j'avais besoin de réduire juste sur un mois mes charges, sur 1 ou 2 mois, certaines charges pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Et pas se dire, non, mais je dépense jusqu'à... Franchement, 400 000 francs, c'était énorme. C'est énorme, c'est le salaire des gens. Mais voilà. Ah oui. Donc, et du coup, c'était juste ça, en fait. Trouver le moyen de réduire... J'avais un projet, il me fallait de la discipline, mais il fallait trouver un poste de dépense où j'allais réduire un certain nombre de choses. Je l'ai fait. Et est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que tu aies pris un Gbaka? Non. Franchement, ça ne m'empêchait pas de me faire de bons restaurants. Ah bah voilà. C'était un choix, en fait. J'aurais pu me dire, je ne vais plus au resto, je ne fais plus... Mais tu choisis le poste qui t'impacte le moins et puis tu kiffes, tout simplement. Non, mais c'est très intéressant parce que le regard des autres, les amis, ça ne paye pas. Les gens même de qui tu as peur, où tu dis, ils vont penser que... Est-ce que tu sais les problèmes qu'ils ont? Non, ici c'est beaucoup d'habillage. Hein. Il y a une forte pression sociale ici à Abidjan quand on parle d'argent. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte en fait que le vêtement qu'on a aujourd'hui
ne reflètent pas réellement notre situation financière. Et parce qu'on est habillé comme ça, quand tu arrives, ah, la vieille mère, tanti, systématiquement, quand, quand tu me regardes, je suis ta tanti. Ah, maman, tu vas pas me donner telle chose. Ah, tu arrives au quartier, la vieille mère, donne-moi tel montant. Les sollicitations viennent en fonction de l'apparence que tu as. Donc, il faut supporter aussi cette apparence-là. Il faut acheter une voiture, il faut avoir une belle voiture. Un standing. Il faut avoir un certain standing qui atteste ton niveau de la société. Et malheureusement, au début, je n'étais pas forcément d'accord avec ça, car je ne croyais pas. Mais plus tu restes à Abidjan, ici, tu constates que la considération que les gens auront réellement pour toi va dépendre de ce que tu montres. Wow. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit avec une voiture un peu bizarre, là. Ils ne vont pas te respecter. Ouais. Tu arrives avec une grosse voiture, une 4x4 et tout. Systématiquement, le regard, le respect, il est là. Donc, c'est normal aussi que les gens dépensent un peu n'importe comment, justement, pour pouvoir pour montrer, en fait. Ouais. Ah oui. Et du coup, là, aujourd'hui, en termes, vu qu'on cherche des solutions pour optimiser son budget, donc il a réduit ses dépenses, mais tu as parlé aussi d'aller chercher d'autres sources de revenus. Oui. Est-ce que SmartFin Patrimoine a des propositions en termes de revenus complémentaires? Aujourd'hui, en termes de revenus complémentaires, non, pas forcément, parce que quand on parle de revenus complémentaires, c'est mensuel. D'accord. Je me dis, si je cherche un autre revenu, ce ne sera pas forcément annuel, ce sera forcément mensuel. Oui. Après, oui, on peut accompagner nos clients pour faire pour planifier des investissements qu'ils auront en bourse ou autres. Mais tu es bien placé aussi pour savoir que même l'investissement en bourse, bah, tu vas gagner de l'argent soit à partir des bénéfices, des dividendes qui sont distribués chaque fin d'année, ou soit à partir, quand tu vends ton action et que tu te fais des bénéfices, donc tu récupères de l'argent là. Mais là, ce n'est pas mensuel. C'est ça. Donc, la question, comment tu gères tes finances, comment tu as des revenus mensuels, SmartFin ne pourra pas faire. Aujourd'hui, on a des placements, on est en train de travailler justement pour avoir des placements financiers sur l'application. On a commencé récemment avec l'immobilier, mais là, c'est un investissement. C'est pas, Je dis, toutes les dames qui arrivent ici me parlent d'immobilier. Il y a un truc là. Non, c'est un modèle d'investissement aussi, donc forcément, on va tous en parler. Donc, l'immobilier, après, on essaie de développer justement d'autres produits sur l'application, mais aujourd'hui, en termes de revenus fixes mensuels, on n'y est pas encore. Et justement, tu parles d'immobilier. Aujourd'hui, selon toi, le marché immobilier en Côte d'Ivoire, en termes d'investissement, c'est quoi les principaux investissements qu'on peut faire? Parce que quand on parle d'immobilier, on pense tout de suite à de gros achats. Est-ce qu'il y a des investissements immobiliers qui sont accessibles à tout le monde ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, les gens parlent tous d'achat de terrain. Pour moi, c'est quand même accessible. C'est vrai qu'il y a énormément d'arnaques. Et ça, je pense que tout le monde a peur de cela. Ce qui fait qu'en ce moment, les gens évitent de le faire. Mais je me dis, hors d'Abidjan, c'est encore possible. Et même dans Abidjan, faire attention malheureusement aujourd'hui aux partenaires, aux promoteurs, ça peut être assez intéressant. Il y a la possibilité de pouvoir investir. Moi, j'essaie en ce moment de parler un peu plus de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qui est très peu connue. Au SCI, c'est assez peu connu, mais j'essaie quand même de vulgariser cela, de sorte à ce que les gens puissent se dire qu'on peut se mettre ensemble, passer chez le notaire, avoir des parts dans des biens immobiliers. J'essaie aussi de parler aux gens du fait qu'ils ont la possibilité d'acheter des terrains à plusieurs, c'est-à-dire un 500 mètres carrés. On n'a pas besoin de construire sur 500 mètres carrés. Tu sais, nous, avec notre culture, on vit dans des 80 mètres carrés, dans des 100 mètres carrés. On n'a pas besoin... Demandez aux Parisiens. Voilà. On n'a pas réellement besoin de... Même ici à Abidjan, les gars ne vivent pas dans 500 mètres carrés. Mais quand ils achètent des terrains, ils veulent forcément des 500 mètres carrés pour avoir de grosses maisons. En temps, on voit un terrain quelque part de 500 mètres carrés. On peut voir 2-3 amis, on s'associe, on paie le terrain, après on fait un morcellement, on est tranquille. Ça nous permet d'avoir un bien immobilier, mais avec des revenus qui sont adaptés à notre situation. Les gens ont énormément tendance ici à chercher beaucoup d'argent pour faire de gros investissements. En temps, on peut commencer tout doucement. Tout doucement. D'accord. Et justement, parlons d'investissement immobilier. Là, on parle de Côte d'Ivoire, mais il y a aussi toute la diaspora. En plus, tu es une ancienne de la diaspora. Tout à fait. Il y a cette vraie problématique-là de personnes de la diaspora qui veulent investir dans leur pays, que ce soit Cameroun, Sénégal et la Côte d'Ivoire également, mais qui ont peur de se faire gruger parce que très souvent, on envoie de l'argent, soit pour construire ta maison. On te montre des photos. Oui, ça avance bien, on est à la dalle. Tu viens, il n'y a rien. Et il y a tellement de personnes qui se sont fait gruger comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as des partenaires promoteurs immobiliers ou agences immobilières sérieuses qu'on peut recommander, par exemple, aux gens de la diaspora?
Aujourd'hui, en fait, sur notre application SmartFin, il y a une partie projet. Dans la partie projet, il y a projet Smart et spécial. Et dans spécial, j'ai mis en place 2 partenariats avec 2 promoteurs parce qu'effectivement, il y a énormément d'arnaques. Et franchement, je crains pour également ma réputation. Ouais. Parce que je tiens également à ma réputation. Je veux aller loin, donc je fais attention aux partenaires avec qui je travaille. Aujourd'hui, j'ai sélectionné que 2 partenaires qui sont assez fiables, qui m'ont été longtemps recommandés, que moi-même j'ai testé et tout, qui proposent des terrains, on va dire, autour d'Abidjan, pas dans Abidjan. Par exemple, on a des terrains à Alépé, Boaké, Yamsokro et autres, avec même la possibilité de payer en plusieurs fois. Il y a un versement à faire, et puis souvent, c'est sur 12 à 15 mois la possibilité de payer. Donc là, l'objectif, justement, c'est parce que je viens de la diaspora, j'ai vu ce problème-là. Tu as vu les problématiques. Je me suis dit souvent, même étant de la diaspora, on n'a pas forcément le cash nécessaire. On veut pouvoir payer par petit bout. Et puis, on a envie d'être rassuré. Parce que tu peux être là-bas, tu vas envoyer de l'argent, même à des proches. À la minute où tu as envoyé, on te dit, il y a Papito qui a un problème de dents, qui a avalé un pilon. Tu ne peux rien faire parce que c'est la famille. Donc là, mine de rien, on essaie de passer par... à partir de la plateforme, c'est possible de pouvoir prendre des biens. Je travaille avec 2 notaires qui sont assez sérieuses, qui m'ont été recommandés aussi pour tout ce qui est ACD. Quand j'ai souvent aussi des opportunités, on va venir me parler, il y a tel bien en ce moment, qui est à tel endroit. S'il y a l'ACD, directement, j'en parle au notaire, elle regarde s'il y a des litiges, elle fait les vérifications, et puis quand c'est bon, je publie. Souvent, même en dehors même de l'application, souvent sur Facebook, je peux publier des ventes flash où des gens me disent, voici, j'ai tel terrain à tel endroit, est-ce que tu peux en parler? Je le fais parce que j'ai aussi une bonne... je suis un peu suivie quand même sur Facebook, donc j'essaie de proposer des opportunités à différentes personnes pour pouvoir avoir des biens. C'est très intéressant. Donc, pour toutes les personnes de la diaspora qui veulent acheter des terrains, en tout cas investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, l'application SmartFin Patrimoine est là. N'hésitez pas, on mettra le lien en description. Vous allez, vous regardez sur la plateforme les opportunités qui vous intéressent. Colombe est assez sérieuse. Elle vient de la diaspora. Donc si jamais ça ne va pas, vous savez où l'attraper. Voilà, et puis je pense que c'est assez carré, c'est assez sérieux. Il y a des notaires, il y a des vérifications qui sont faites. Et puis voilà, vous savez que vous êtes accompagné par des professionnels dans le domaine pour sécuriser vos opérations. Très intéressant. Alors, on va revenir un peu dans la diaspora. Aujourd'hui, on est dans l'émission Business au féminin. Il y a énormément de femmes de la diaspora qui veulent rentrer au pays. Mais la question, comment je fais ? Quand est-ce que je viens? Comment est-ce que je m'organise? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des astuces ou des conseils pour une femme ou un couple qui veut revenir au pays? Comment, toi, ton retour s'est passé et qu'est-ce que tu peux leur dire? À ce niveau, j'ai envie de leur dire de venir de temps en temps, tester, éprouver, repartir et revenir. Parce que c'est différent de venir en vacances et puis revenir bosser là. Ouais. Moi, je ne vais pas mentir, ma chance... c'est que je suis en couple et les premiers mois jusqu'à présent, c'est monsieur qui gère. Donc, ce qui veut dire que les premiers mois de ton activité, tu n'as pas forcément de ressources. Donc, assure-toi quand même d'avoir, peut-être si vous êtes à 2 déjà dans un couple, vous avez suffisamment de ressources pour tenir la famille. Ou si vous êtes seul, vous avez suffisamment de ressources vous-même pour pouvoir tenir un certain nombre de mois. Parce que c'est pas parce que, en fait, on rêve souvent, on se dit, quand je vais arriver à Abidjan, je lance mon activité. Donc, ça va prendre, mais c'est un leurre en fait, ça ne marche pas d'un coup. Souvent, ça va prendre, nous, ça fait quoi? Ça fait ma 2e année à Abidjan. Avant ça, il faut savoir, quand je disais on était au Panama, on s'est rapprochés. C'est à cause de SmartFin qu'on est revenu en France. Et puis, j'ai fait déjà un aller-retour, je crois, déjà du Panama. De la France, j'ai commencé à faire des allers-retours. Et c'est de la France qu'on s'est rendu compte que les périodes où j'étais à Abidjan, on avait plus de clients, on arrivait à... quand tu es ici, tu peux faire les émissions, tu peux faire un certain nombre de choses. Quand tu n'es pas là, quand on t'appelle, mais je ne suis pas là. C'est pas facile, en fait. Donc, à un moment, avec Mission, on s'est dit, bon, OK, tu vas partir, on va voir. Donc, quand tu viens, il faut réellement comprendre comment ça marche ici. Vraiment, il y a beaucoup de résultats. T'adapter, le mindset des gens, c'est pas la même mentalité, en fait. Ou les démarches administratives, ou en France, on va le faire en ligne ici. Non, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, je pense qu'il faut vraiment se préparer, venir voir, si possible, repartir et revenir, mais ne pas se dire, je lâche réellement tout. Et puis, je viens m'asseoir. Puis, c'est encore plus difficile quand on a des enfants. Oui.
Parce que finalement, les enfants, ils sentaient comment? Moi, mes enfants étaient hyper petits. Ils avaient 2-3 ans. Donc, c'était simple. Mais quand les enfants sont déjà grands... Il y a l'école et tout ça. Il y a l'école, il y a un certain nombre de choses. Mais bon. Moi, ma fille m'a dit, on va rentrer à Abidjan. Elle dit, non, moi, je ne vais pas. Hein. Je dis, ah bon? Je dis, tu sais, c'est un projet familial. Donc, elle dit, maman, je ne vais pas. Il n'y a pas la gym. Je dis, bah, justement, tu crées un club de gym pour les petites filles à Abidjan. Et tout. Elle dit, ah là, ça devient intéressant, tu vois. Donc, il y a ce sujet-là aussi d'intéresser les enfants. Parce que voilà, on ne les prend pas de force. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. C'est leur culture, finalement. C'est ça. Donc, il faut préparer ce changement-là. Et idéalement, quand c'est en couple, que vous deux, vous venez, c'est encore plus intéressant. Donc, vous avez entendu le conseil, les filles? Alors, on tire vers la fin de cette émission. Si tu as un conseil à donner pour terminer à une femme qui regarde l'émission et qui est perdue dans ses finances, mais vraiment perdue de chez perdue, qu'est-ce que tu peux lui dire? J'ai juste envie de lui dire déjà, visualise réellement ce que tu veux atteindre. Quels sont les investissements que tu veux atteindre? Parce que souvent, on pense que gérer son argent, là, c'est ennuyant. Donc, ce qui va nous motiver dans le quotidien, c'est notre objectif, le projet qu'on a. Une fois qu'on a visualisé le projet, qu'on sait le montant qu'on recherche, parce que tu peux être assise là, tu vas te dire, ah, moi j'ai un problème de 60 millions. Ouais. Donc, tout ce que tu fais dans la journée, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à mes 60 millions que je suis en train de chercher. Ouais. Donc, ça va te motiver beaucoup plus à aller de l'avant et puis ne pas forcément être là en mode, je tends la main, j'attends. Donc, concrètement, c'est bien de tendre la main, mais qu'est-ce que tu fais réellement pour pouvoir faire bouger les lignes dans ta vie, pour pouvoir améliorer, développer un patrimoine. Surtout à Abidjan, ici, là, ne vous dites pas que c'est uniquement monsieur qui doit penser aux investissements. Ah, là, tu es en train de toucher un autre sujet. L'émission était presque finie. Colombe nous a ramené sur un autre sujet. Non, non. Allons-y. C'est pas uniquement monsieur qui doit investir, parce que réellement, les femmes gèrent bien l'argent. Mais c'est monsieur qui investit mieux. Pourtant, c'est pas lui qui gère mieux. Ouais. En temps, on devait trouver le moyen de faire en sorte qu'à partir du moment où vous arrivez à réellement bien gérer l'argent, à avoir du cash disponible, vous-même, vous puissiez réfléchir aux possibilités, aux opportunités qui s'ouvrent à vous. On prend moins de risques que les hommes, en fait. En temps, il n'y a pas d'investissement sans risque. Ouais. Parce que l'investissement sans risque, c'est laisser ton argent dormir sur ton compte et puis il n'y a rien. Mais tu as aussi droit à une retraite. Tu planifies ta retraite comment? Tu développes ton patrimoine comment? On n'en parle pas beaucoup chez nous ici, mais c'est une problématique. C'est un sujet. Hein. C'est un sujet. Parce que tu ne peux pas compter sur la CNPS ni sur la CGRAE. Et même en France, on sait qu'on ne peut pas compter... Entre l'âge de départ à la retraite, entre le montant de la retraite. Voilà. Il faut forcément un revenu supplémentaire. Donc, ce revenu, tu le fais comment? Donc, que ce soit en France où tu as la possibilité même de prendre un crédit pour pouvoir avoir ton logement immobilier hyper tôt et puis prendre... durant ta vie professionnelle, rembourser petit à petit. À bien ici, les gens se disent, non, mais je vais faire un gros projet de 60 millions. En fait, tu as un petit revenu, mais tu veux faire un projet de 60 millions. Il faut connaître aussi ses possibilités. Voilà, donc pourquoi ne pas commencer avec de petits projets et puis aller crescendo, en fait. Donc, j'ai envie de dire aux femmes, rêvez, prenez soin de vos finances et investissez. Yes, super, merci. Alors, je ne pourrais terminer sans revenir sur ce point. Là, on est en train de parler d'argent avec la tante Annie et elle vient nous piqué avec la répartition des charges dans le foyer. Alors, Colombe, de ton avis d'experte en gestion des finances, quelle devrait être pour toi la répartition des charges dans le foyer? Sachant que maintenant, on est à l'ère des féministes, on veut l'égalité, on veut 50%. Alors, qu'est-ce que toi, comment tu vois ce sujet-là? Bon, à Abidjan, ici, les dames la disent, elles s'occupent de la prière. Donc... Elles s'occupent de la prière. De la prière, oui. Elles vont intercéder. Mais voilà, la partie des charges, là, c'est la place de l'homme. Ah ouais. Bon, un peu plus sérieusement, pour moi, c'est une conversation à avoir entre les deux personnes, en fait. Chaque couple a ses réalités. Tout dépend de comment vous êtes connus, de ce que vous êtes dit au départ, et puis vous avez avancé. Donc, c'est pas, malheureusement, de ma position, je ne peux pas forcément dire aux gens, non, faites 50-50, faites 40-50. Comment vous discutez? Il faudrait que la question d'argent ne soit pas tabou dans le couple et puis que vous puissiez réellement discuter de votre réalité. Parce que mine de rien, de nombreux couples ne se rendent pas compte du fait que le manque de discussion sur l'argent impacte pour les deux personnes la retraite. Parce que mine de rien, madame prend son argent, pour les couples où madame ne fait rien, madame prend son argent pour s'occuper d'elle ou de sa famille, parce que monsieur lui dit, je gère tout. Parce qu'ils ont leur orgueil d'homme, je gère tout. Madame ne peut rien faire à son argent,
Donc, elle ne peut pas investir, sauf si elle va se cacher. Monsieur, il se fatigue à payer toutes les charges de la maison, donc finalement, il n'investit pas suffisamment. Et puis, au soir de leur vie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'investissement. Pendant ce temps, la madame a de beaux pagnes, elle a de bonnes casseroles, elle a une belle voiture. Mais sur du long terme, ça ne vous arrange pas tous les deux, en fait. Donc, pour moi, idéalement, pour des couples qui se disent qu'ils veulent vieillir ensemble, dès le départ, c'est mieux que vous puissiez vous organiser, trouver le moyen. Soit peut-être, madame, OK, ne fait rien de son argent, mais elle épargne pour le couple. Donc, on utilise l'argent, en partie l'argent de madame pour faire les investissements, pour soutenir monsieur, ou trouver une bonne répartition où chacun... Le monsieur va dire, donc, c'est ma femme qui a construit ma maison. Tu vois les montagnes. Justement, c'est ça, en fait. Mais à partir du moment où vous deux, vous avez la même vision, normalement, vous êtes censés suivre. Et je t'assure que Dieu m'a fait la grâce de croiser des personnes, des couples à Abidjan ici, qui sont totalement transparents, qui évoluent ensemble. C'est vrai que ça, à Abidjan, c'est compliqué. Ça, c'est un sujet, hein. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il va dire... En fait, pour lui, c'est inconcevable. Il n'y a pas de femme claire à côté. Je ne peux pas dire mon salaire à ma femme. Et en fait, quand il se dit ça, c'est... Si c'est mon salaire, je suis foutue. Je suis foutue. Tu vois. Pourtant, c'est de l'optimisation. Oui, mais en même temps, s'il dit son salaire, il ne peut pas faire d'autres choses derrière. En fait, donc, je pense que c'est ça le vrai point. Comme ça, il disait, il n'y a pas de femme claire derrière. Comme je pense que c'est ça le vrai point. Parce que si tu dis ton salaire, tu ne peux pas faire des choses à côté. Tout ce que tu vas faire est déclaré directement à la maison. Donc, ça te limite dans les possibilités. Il travaille au noir. Après, c'est vrai qu'il y a certains qui ne le disent pas parce qu'ils ont des femmes aussi qui sont dépensières. Donc, c'est difficile. Mais à ce niveau-là, faites accompagner votre femme. C'est ça. Vous pouvez, nous, on est là pour faire des accompagnements justement dans ce sens-là. Permettre aux gens de moins dépenser, de penser planification et autres. Mais alors, voilà. Moi, mon avis sur la question, c'est la transparence. Il n'y a rien de tel. Et s'il y a des blocages ou il y a des difficultés, vous faire accompagner justement par des professionnels qui vont vous dire, OK, de ce que vous gagnez tous les deux, voilà ce que vous pouvez faire comme investissement, voilà ce que vous pouvez épargner pour la retraite, voilà. Mais on n'a pas cette culture-là. Mais en tout cas, moi, je t'encourage, mais à 10 000 %. C'est pas facile, hein. Que tu puisses toucher le maximum de personnes. Parce que c'est dès maintenant que ça se prépare. C'est pas à 60 ans où tu vois le papa, il est tout fatigué. Il a aidé tous les membres de sa famille. Lui-même, il n'a plus rien. Il est assis là, il commence à regretter. Les enfants ont grandi, ils sont partis et il est dans une situation précaire. Ils sont obligés d'envoyer de l'argent et tout ça. C'est vraiment pas évident. Donc, en tout cas, bravo pour tout le travail que tu as bas. La Toti Annie. On prie en tout cas que le maximum de personnes soient touchées, puissent bien gérer leurs finances, épargner, investir. Et puis, c'est des familles qui vont de l'avant. C'est des couples qui réalisent des projets. En tout cas, merci beaucoup, Colombe. Avec plaisir. Alors, on termine cette émission avec Colombe Djirebo. Ça a été un plaisir. J'espère que vous avez pris des notes comme d'habitude et que vous allez bien gérer vos finances personnelles dès maintenant. N'oubliez pas d'épargner et surtout d'investir pour demain. On se retrouve dans un autre épisode. À très bientôt.